côté. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est pour la première fois que vous avez la vidéo dans le son. Abonnez-vous. Et puis Ndombatsi après. D'abord, honorable Sakato. Honorable Président, merci pour la parole. J'ai d'ores et déjà peur parce que le temps qui m'est imparti sera certainement insuffisant pour aborder les questions combien importantes qui me sont soumises. D'entrée du jeu, je voudrais avoir une pensée très pieuse à l'endroit de l'honorable Lokondo, mon très cher grand frère et ami, président de la place Tahrir. Alors, d'emblée, je vais commencer d'abord par noter, comme l'a dit l'honorable Boris, ici, en principe, votre proposition de loi n'explique pas clairement les raisons pour lesquelles vous modifiez cette loi, parce qu'il faudrait se mettre à l'esprit que l'on ne doit pas avoir à chaque cycle électoral la modification de la loi électorale. Il faut qu'il y ait des problèmes qui n'ont pas marché pour que l'on puisse modifier fondamentalement la loi électorale. Mais néanmoins, dans la réalité, vous avez raison, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes qui nécessitent la modification de la présente loi, et c'est sur cette question que j'aime bien votre loi parce qu'il y a des choses intéressantes. Honorable Président, en ce qui concerne le premier point, je sollicite déjà des minutes supplémentaires de la suppression du seuil électoral. Le collègue Mbaou tout à l'heure m'a pris tout de la bouche. Effectivement, le seuil électoral a échoué et il était nécessaire d'adopter un système tel que celui que vous proposez parce qu'il est plus démocratique dans la mesure où non seulement on a le but de regrouper les partis, mais également les principes démocratiques sont respectés dans la mesure où quelqu'un qui est populaire dans une circonscription, mais dont le parti n'a pas atteint les seuils, peut être proclamé parce qu'il a été élu. Je ne veux pas faire davantage de commentaires parce que l'honorable Mbaou l'a si bien dit. Je viens à l'une d'autres options, l'abandon du système de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire. L'on ne vous soutiendra pas sur cette question parce que nous ne voyons pas quel est le problème que vous voulez résoudre en abandonnant le système de la proportionnelle. Je vais vous donner un exemple. Ce n'est pas un exemple personnel. Honorable Sessanga, vous êtes de la circonscription de Luisa. Admettons qu'à Luisa, la population majoritaire sont les Sala, je ne sais pas, Sala. Et qu'il y a également, ça représenterait 80%. Et qu'il y aurait également des Kété qui représentent 10% et éventuellement des Louba qui représentent également 10%. Dans le système que vous proposez, on arriverait donc à une situation où, dans la plupart des temps, il n'y aura que des Bansala qui seront élus au détriment de populations minoritaires qui ne seront jamais élues parce que l'on devra suivre qui a eu 8000 voix, qui a eu 7000 voix. Or, dans le système actuel du plus fort reste, l'on favorise, c'est ça le but poursuivi par les législateurs, l'on aide même les plus petites couches de population à bénéficier du mandat des députés parce qu'on se sert du reste. Donc, c'est ça le but, parce que le but d'une loi, c'est également d'assurer la paix sociale. Et ici, dans notre pays, la paix sociale, c'est que les majoritaires, les tribus majoritaires, parce que vous savez, on ne fera pas de l'hypocrisie, nos votes ont un caractère tribal et ethnique, clanique même. Donc ne me dites pas autre chose, on ne fera pas de l'hypocrisie ici. Et nous voulons retrouver toutes ces tribus, en ce compris celles qui sont vraiment minoritaires, en profitant du plus fort reste. En ce qui concerne l'organisation de l'élection des gouverneurs, ce que vous proposez est peut-être anticonstitutionnel, dans la mesure où vous dites que lorsque l'on est candidat, député provincial, l'on choisit déjà son gouverneur.
Bon, mais vous n'êtes pas encore député provincial. Vous êtes encore candidat député provincial. Comment peut-on vous permettre de choisir déjà quelqu'un de votre comme gouverneur? Moi, je suggère, parce que j'avais entendu le chef de l'État lors de l'un de ses discours dire que cette affaire de gouverneur, il y a trop de désordre, il faudrait qu'on trouve une solution. Pour moi, l'une des solutions les plus faciles serait de dire que le gouverneur est présenté par les partis ayant le plus de voix à l'Assemblée provinciale. Comme ça, on évite des crocs en jambes. En ce qui concerne l'élection des sénateurs, je vous appuie personnellement, ou je crois le parti appuie à plusieurs mains. Parce qu'il faudrait effectivement, je ne vois rien d'anticonstitutionnel dans ce qui est écrit là. Parce que nous devons résoudre un problème, c'est le problème de la corruption au sein de nos assemblées provinciales. Et le système que le collègue présente me semble être adéquat. Comment peut-on arriver à avoir des candidats sénateurs qui n'ont pas de députés provinciaux? Par quelle magie vont-ils être élus? Parce qu'un député provincial doit élire le candidat sénateur de son parti. Par quelle magie? Donc pour ça, moi je soutiens la commission. En ce qui concerne l'interdiction de porter comme suppléant un membre de la famille, la question a un caractère éthique, mais moi j'aurais suggéré qu'elle ne fasse pas l'objet d'une réglementation donc de la loi, mais que cela soit renvoyé à la maturité de chaque parti. Que chaque parti, dans ses statuts, détermine s'il est bon au point de vue de leur maturité, que maman et tout ce monde-là, ou enfant, soient candidats. Mais l'insérer dans la loi, au regard du fait que tout le monde sait que les budgets qui nous permettent de faire la propagande sont des budgets à caractère familial, ça peut poser un problème. Bon, mais là, les débats sont ouverts. En ce qui concerne l'exclusion des suppléants ayant exercé les mandats des députés, je ne suis pas non plus d'accord avec vous, honorables membres, parce qu'il n'y a aucun fondement politique ni idéologique. La politique, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas une ONG où on doit avoir de la pitié. Si vous avez été élu député national, vous avez accepté de devenir ministre, c'est parce que vous avez estimé que devenir ministre était mieux que député. Que celui qui est resté député, s'il a grandi, il peut concourir contre vous. Et si en attendant vous changez de parti, on fait comment? Donc pour moi, ça également, ça ne semble pas être proche de la Constitution. En ce qui concerne le genre, bon, comme vous l'avez certainement dit, on va tenir compte du genre, mais avec bémol qu'en milieu rural, cette législation ne concerne pas que les villes. En milieu rural, vous savez que les femmes, parfois, ne veulent pas prendre part, mais que fera-t-on des milieux ruraux où il n'y a pas de candidats de femmes? Donc, en ce qui concerne la distinction de l'inéligibilité, moi je vous soutiens totalement. Il faudrait qu'on fasse un distinguo entre les inéligibilités définitives et ce qui est temporaire. Parce que c'est une question de justice. On ne peut pas sanctionner les gens de manière infinie. Il faudrait qu'en un certain moment, que si c'était, sauf pour les cas que vous évoquez de crimes de guerre et tout ça, mais dans les autres cas, on doit permettre à ce que les gens puissent concourir. Monsieur le Président, je ne serai pas davantage plus bref. Par contre, je propose quelques autres innovations. Pour moi, je propose qu'on puisse supprimer l'exclusion des indépendants comme candidats. Moi, j'estime personnellement que la politique ne doit pas se faire en indépendant. La politique doit se faire au sein des partis politiques et en groupe. Et d'ailleurs, le fait que vous l'ayez inscrit contredit même le système de proportionnel que vous proposez, du seuil de représentativité que vous proposez. Pour moi, l'indépendant reste dans la société civile. L'indépendant reste dans l'ONG. L'indépendant ne peut pas faire la politique parce qu'en réalité, c'est un prostitué. Il vient avec quelle position? Une position personnelle ou une position du groupe? Pour moi, c'est une question que l'on doit supprimer. Accorde une minute encore. Bon, une minute, Président. Qu'est-ce que je dois choisir? Je choisis le fait que l'on puisse déterminer dans notre loi électorale la période pendant laquelle l'on doit avoir les élections. Moi, je souhaite que l'on dise que les élections auront lieu le 3e dimanche du mois de juillet, parce que c'est la saison sèche. Comme vous le savez, tout le temps, il pleut le jour des élections, et beaucoup ne vont pas se rendre aux élections. Il y en a qui sont élus sans avoir la majorité. Nous devons faire comme les autres pays. Dernier élément, Président, s'il vous plaît. Je voudrais, et la proposition de loi est lacunaire quant au renforcement, s'il vous plaît, la proposition de loi est lacunaire quant au mécanisme d'encadrement de la phase contentieuse. J'ai été totalement gêné lors du contentieux de la fois dernière
que même les gens qui ont été proclamés par la CENI comme ayant eu le plus de voix dans une circonscription, notamment à Kinshasa, aient été invalidés. Sur base de quels critères? Donc nous devons définir, c'est le temps qui me manque, mais j'ai des éléments de montrer que l'on doit insérer dans la loi des éléments clairs et précis auxquels le juge de la constitutionnelle ne pourra pas s'en passer en vue de rendre son arrêt. Sinon, ce n'est plus la CENI qui proclame, ce ne sont plus les partis politiques, ça deviendra une majorité judiciaire, une majorité qui est établie non pas par la CENI mais par la Cour constitutionnelle. Voilà un peu, Monsieur le Président, si je ne veux pas en abuser, mais j'avais d'autres éléments que je verserai certainement dans le truc. Voilà. Merci, collègue. Merci beaucoup. Mathieu, on fait ça. Heureusement. Non, Ndombasi. Honorable Okunji se prépare. Honorable Président, honorables membres du Bureau, très chers collègues, nous, députés de la Mouka, rappelons à l'auguste Assemblée ce qui suit. Le processus ayant conduit aux élections de 2018-2019 a démontré des faiblesses qui avaient entaché la crédibilité des résultats annoncés. Nous le savons tous. Depuis, plusieurs autres violations de la Constitution ont été répertoriées, notamment celles en rapport avec la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, le détournement de la majorité en pleine législature et la désignation des membres de la CENI. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues, nous appelons une fois de plus la classe politique congolaise à prendre la mesure du danger qui menace le pays. Si un consensus sur les réformes électorales n'est pas dégagé entre les parties prenantes. Nous proposons donc que la loi électorale soit le fruit d'un consensus entre les parties prenantes qui sont la société civile, l'Union sacrée, le FCC et la Mouka. Honorable Président, chers collègues, le consensus n'est pas le partage de pouvoir, mais l'harmonisation par les parties prenantes des options fondamentales en vue des élections crédibles et apaisées. Depuis 2004, toutes les lois importantes sur les élections ont fait l'objet des discussions entre parties prenantes à l'extérieur de l'hémicycle avant d'être envoyées au Parlement pour discussion et adoption. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, la Mouka tient à la tenue effective des élections de 2023 conformément aux articles 70, 73, 103, 105, 197 et 198 de la Constitution. Ainsi, le consensus est nécessaire pour que ces élections soient crédibles, impartiales et apaisées. Faire autrement, c'est se faire complice de ceux qui tiennent à la déstabilisation de notre pays. Honorable Président, chers collègues, au moment où nous regrettons ce consensus, un autre comportement antidémocratique vient de s'ajouter sur la longue liste déjà décriée. Nos militants de la Mouka, plus précisément ceux de l'ESID, viennent d'être tabassés, flagellés et notre siège saccagé pour des raisons inconnues. Nous déplorons une fois de plus cette énième violation des droits de liberté et d'expression. Pour terminer, je termine, honorable Président, chers collègues, je termine mon propos en citant Martin Luther King. Laissez-les parler, chers collègues. Vous lui répondrez, vous prendrez la parole. Laissez-les parler. Allez-y, collègues. Honorable Président, honorables membres du Bureau, chers collègues, je termine mon propos en citant Martin Luther King, qui dit
L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. J'ai dit et je vous remercie. Chers collègues, c'est la bonne tribune pour parler. Le collègue a raté la chance. Le consensus autour de quoi? Le consensus autour de la loi est en discussion au Parlement. En dehors du peuple, point de salut. Le peuple est ici. Le peuple est ici. C'est ici où on doit discuter la loi. On n'est plus à Sen City. Le stade de Sen City est dépassé. Les institutions existent dans ces pays. Il n'y a pas de crise. Ne venez pas menacer la nation. Venez avec des propositions concrètes pour enrichir la proposition de loi que les collègues nous ont présentée. Collègue Emery Okunji. Honorable Président, je vous remercie pour la parole que vous venez de m'accorder. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, je tiens de prime abord à rendre hommage à l'un des nôtres qui n'est plus avec nous, l'honorable Henri Thomas Lokondo. Paix à son âme. Honorable Président, c'est François Mitterrand qui disait qu'il n'y a pas d'avenir sûr sans la lumière du passé. Honorable Président, nous avons connu 3 cycles électoraux. Ces 3 cycles électoraux nous ont démontré que ce ne sont pas les lois que nous votons qui sont mauvaises, mais ce sont les hommes qui sont mauvais. C'est l'application de ces lois qui pose problème. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec les collègues qui nous ont précédés pour dire qu'on ne voit pas réellement la nécessité de changer chaque fois nos lois. Comment peut-on définir aujourd'hui, honorable Président, ces 3 cycles électoraux? 2006, nous avions eu des élections acceptables, dirigées par M. l'abbé Maloumalou, paix à son âme. 2011, commence le banditisme électoral. 2018, c'était du terrorisme électoral. Et donc, honorable Président, nous avons une expérience qui peut nous permettre au jour d'aujourd'hui, si nous utilisons notre savoir, notre génie, au service de la nation pour corriger ce que je venais de dire, améliorer notre système électoral et consolider notre jeune démocratie. Comment pouvons-nous le faire, honorable Président? Eh bien, c'est en extirpant de la loi, c'est que plusieurs collègues l'ont dit ici, notamment ces fameux seuils de représentativité
qui n'a été qu'une pépinière de la fraude électorale. Honorable Président, le CEI s'est contrôlé où? Ce n'était pas dans la CENI. C'était en dehors de la CENI. Un bureau privé dirigé par un expatrié qui faisait cette histoire de CEI. Mais en réalité, c'était pour remplacer les vrais élus par de faux élus nommés. Ce qui est contraire à la définition même des élections, honorable Président. Et donc, je souhaiterais, puisque nous sommes dans un débat général, les considérations techniques, nous les ferons en commission. Je souhaiterais dire à mes collègues que rendons cette loi simple, efficace, réaliste, qui tient compte de nos réalités, non seulement nos réalités politiques, mais aussi sociologiques. En un mot, honorable Président, une loi qui nous ramènera la paix après chaque tenue des élections en lieu et place de la violence. Voilà pourquoi, honorables députés et chers collègues, je nous exhorte d'utiliser notre intelligence au service de la nation tout entière pour produire une loi qui garantira la gouvernance électorale transparente, crédible, démocratique, afin de mettre réellement fin à la crise de légitimité des élus. Et nous espérons, honorable Président, que cette fois-ci, le réalisme prendra le dessus sur le dogmatisme pour que nous ayons, comme l'a dit d'ailleurs le président de la République lors de son discours d'investiture, que le mode de scrutin doit s'adapter à nos réalités, à nous, et il faut que nous ayons une loi électorale qui garantisse l'équilibre pour tous les citoyens. Honorable Président, qu'est-ce que je vais dire pratiquement? Il faut, que nous puissions, comme l'ont dit d'autres collègues, que nous puissions faire sauter le seuil de représentativité qui n'a été qu'une machine pour tricher. 2, faire sauter cette histoire d'interdire aux membres de famille dans la suppléance. Honorable Président, j'ai un fils dans cette salle qui a été pendant la transition, pendant le bureautage avec vous, et qui a prouvé de quoi il est capable. Gaël, pour ne pas les citer, il a prouvé de quoi il était capable, là où vous êtes. Et donc ça n'a pas d'importance, honorable Président, et en plus, cette disposition énerve l'article 13 de la Constitution. Encore une minute. Merci, honorable Président. Nous devons revoir la caution. C'est aussi discriminatoire. Et garder comme mode de scrutin la proportionnelle. Pourquoi, honorable Président? Tout simplement parce que nous sommes un pays post-conflit. Et vous savez, ceux qui ont l'habitude d'agresser la République démocratique du Congo, ce qui donne comme raison la proportionnelle permet la représentativité de chaque couche sociale et on n'aura pas une raison de nous accuser d'exclusion. Refusons de faire une loi contre les autres, honorable Président. Ayons une loi qui inclut plutôt tout le monde. Et c'est là où je salue l'esprit et la lettre de la disposition de l'article 10 de cette proposition de loi. N'excluons personne, ayons tout le monde avec nous pour que nous puissions consolider la paix et l'unité nationale. Je dis et je vous remercie. Merci, chers collègues. Collègue Gaël Boussa. Collègue Boussa Gaël. Le collègue Ngoï Kassanji se prépare. Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, j'aimerais rappeler que j'étais avec vous au bureau d'âge. Tout à fait. Une minute de plus pourrait faire plaisir, Honorable Président, au cas où je débordais. D'accord. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues,
Je voudrais suggérer quelques contre-propositions sur la proposition de loi sous examen concernant spécifiquement les articles 12, alinéa 4, 116 bis, 116 bis, alinéa 2, 121, alinéa 3.3 et les points sur le contentieux électoral. L'article 116 bis, honorable président, qui stipule sous peine d'annulation de l'élection, nul ne peut porter en suppléance premier ou deuxième suppléant, un parent en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante jusqu'au deuxième degré inclus. Il convient de relever, honorable président, que le suppléant n'est qu'un remplaçant du député ou du sénateur. Il n'a aucune existence officielle. Il n'est qu'un être virtuel à l'utilité éventuelle. Aussi, le droit positif n'accorde aucun statut officiel au suppléant. C'est ce qui explique, honorable président, le fait que l'article 101, in fine, de la Constitution, renvoie à la loi électorale de déterminer les conditions d'élection et d'éligibilité uniquement des députés nationaux. Partant, l'exclusion à la suppléance des parents du candidat député ou sénateur ne s'explique pas, honorable président. En plus, les suppléants sont choisis librement, soit par le parti politique, soit par le regroupement politique qui présente le candidat dans une circonscription électorale, soit par le candidat lui seul, puisqu'il a le droit et connaît les raisons de la désignation de son suppléant. Honorable président, sans oublier les réalités sociopolitiques que vivent certains députés ou sénateurs titulaires du poste en cas d'empêchement quelconque ou en cas de décès. Vous comprenez, honorable président, de quoi je fais allusion. Honorable président, l'article 101 de la Constitution sanctionne de nullité tout mandat impératif. Ainsi, l'exclusion d'un parent à la suppléance au motif qu'il ne représente pas les aspirations de la circonscription électorale du député ne cadre pas avec le caractère représentatif ou national du mandat du député. Nous pensons, honorable président, que pour cette question, cette disposition, du choix du suppléant doit être libre, le choix du suppléant doit être libre pour chaque candidat, puisqu'il estime et sait pourquoi il choisit son suppléant. Honorable président, sur la question de la caution, qui est proposée, estimée à environ 1 600 000 francs congolais, je suggère, honorable président, que le montant de la caution soit simplement revu à la baisse ou carrément supprimé pour les raisons ci-après. Dans un système politique démocratique, l'exercice du droit à l'éligibilité est libre, honorable président, et ne peut être limité par l'argent. L'existence de la caution contrarie l'esprit de la loi numéro 08/05 du 10 juin 2008 portant financement public des partis politiques, laquelle donne droit aux partis politiques d'être financés par l'État. L'existence de la caution oblige les partis politiques à financer l'État, honorable président, au lieu d'être financés par lui. La caution réduit donc particulièrement la participation des jeunes aux élections, ce qui heurte l'article 11.2a de la Charte africaine de la jeunesse qui oblige les États à garantir l'accès aux jeunes au Parlement et à tous les autres niveaux de prise de décision. Vu toutes ces raisons évoquées, honorable président, la caution doit être payée sur liste et revêtir simplement un caractère symbolique. Honorable président, l'article 12 alinéa 2 de la présente proposition oblige la recevabilité des listes des partis politiques ou regroupements politiques que si elles couvrent au moins 60% des sièges à pourvoir. Honorable président, la RDC est un pays continent 80 fois plus grande. Encore une minute, collègue. Merci, honorable président. Il y a des partis politiques à ancrage provincial
s'il faut tenir compte de l'ancienne configuration géographique de la carte de la RDC. Et ces partis doivent être représentés au Parlement, honorable président. Et certains partis politiques jeunes doivent également se développer. Sur la question du contentieux électoral, honorable président, la proposition de loi devrait résoudre la problématique du délai de traitement au niveau de la Cour constitutionnelle du contentieux électoral de résultats pour les élections législatives et présidentielles. Comment renforcer la responsabilité disciplinaire des membres de la Cour constitutionnelle en cas de faute dans le traitement du contentieux électoral? Comment le Conseil de discipline de la Cour constitutionnelle peut être accessible à tous les candidats pour dénoncer les cas de faute disciplinaire, étant entendu que le régime disciplinaire des membres de la Cour constitutionnelle est porté par l'ordonnance du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle. Honorable Président, pour ces questions de contentieux soulevées, je suggérerais que l'on réfléchisse ensemble pour trouver une solution claire. Et pour finir, Honorable Président, l'article 116 bis alinéa 2 qui stipule que le suppléant qui a été appelé temporairement ou définitivement à la vacance du siège du député en siégeant à l'Assemblée ou ne peut se porter candidat dans la même circonscription contre le député qui l'a remplacé. Cet article, honorable président, introduit implicitement un cas d'inéligibilité. Or, le droit à l'éligibilité est garanti par les instruments internationaux et nationaux de protection des droits de l'homme. Sa restriction doit être justifiée par des raisons prépondérantes et suffisantes de moralisation de la vie politique, de renforcement des confiances des citoyens à l'égard des institutions démocratiques et de l'exercice de certaines fonctions, notamment au sein de la police ou de l'armée. Fort de cela, il me semble que cette restriction à l'éligibilité n'est Encore 10 secondes. Allez-y. Merci, Président. Il limite la liberté du peuple d'exercer son droit de vote à l'égard du candidat de son choix, conformément à la souveraineté prévue à l'article 5 de la Constitution. J'ai dit, honorable Président. Merci. Merci, collègue. Collègue Ngoï Kassanji. Il sera suivi du collègue Massanga. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et chers collègues, je tiens d'abord à féliciter nos collègues qui ont travaillé pour mettre à notre disposition cette proposition de rectification de la loi électorale et à saluer la mémoire de notre collègue Condé, paix à son âme. Tout en saluant la pertinence de la présente proposition de loi, il faut veiller à ce que certaines dispositions n'énervent pas les dispositions constitutionnelles. Ici, je fais allusion au point 7 de cette proposition qui dit interdiction de porter comme suppléant sous peine d'annulation, parent direct, ainsi de suite. L'article 13 de la Constitution, j'aimerais le lire directement. L'article 13 de la Constitution dit « Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi », ce que nous sommes en train d'étudier ici, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, comme il le propose ici,
de sa condition sociale, de sa résidence, ainsi de suite. On ne peut pas discriminer quelqu'un pour cela. Donc ça énerve les dispositions constitutionnelles. Honorable Président, honorable député, chers collègues, je vois ici les collègues proposer au point 2 l'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Honorable Président, chers collègues, nous sommes dans un pays fragile où nous avons besoin de tous les leaders locaux qui concourent à la paix sociale. On ne peut pas. Cette proposition ici va favoriser les grands partis. Tout le monde ne sera pas membre des grands partis. Alors, un leader local qui se présente, donc si un grand parti rafle, vous voyez qu'ils se suivent. Par exemple, chez nous en Mouvement et là-bas, ils vont se suivre et c'est un seul parti qui prendra tous les sièges. Alors que la proportionnelle favorise la représentativité de tous les partis ainsi que tous les leaders locaux qui ont une influence dans leur localité, dans leur coin. Donc nous sommes un pays fragile. Cette disposition ici ne va pas favoriser la paix sociale. Quant à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, les collègues proposent un système de parrainage des députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur candidature les tickets. Honorable Président, chers collègues, où est le caractère secret du scrutin si il est connu d'avance que tel sera élu, donc on doit le présenter d'avance. Je crois qu'on doit laisser les choses fonctionner comme par le passé. Mais aussi, les collègues proposent qu'on ne peut pas élire plus d'un sénateur, donc un sénateur par territoire. Mais nous sommes en train de lutter ici contre le tribalisme. Quelqu'un peut être, il n'est pas originaire du Kasaï oriental, mais il est aimé. La population trouve qu'il peut défendre les intérêts de ces territoires-là. Comment vous allez dire qu'il faut qu'il rentre chez lui pour qu'il soit élu dans son territoire? Alors que dans son territoire-là, quelqu'un d'autre peut être élu. D'où il faut laisser les choses, donc la liberté aux députés provinciaux d'élire le candidat de leur choix. Je dois aussi voir la problématique de la représentativité du genre. Honorable Président, chers collègues, il se pose un problème sérieux d'un parti qui ne trouve pas les femmes. Il est difficile chez nous là-bas qu'un mari accepte que sa femme soit dans la politique. Dans la politique. Si vous exigez un certain nombre, chez nous, hein, au Kasaï, où vous êtes, hein, donc, quelqu'un accepte que sa femme soit dans la politique. Vous allez rejeter sa liste parce qu'il n'a pas de femmes. Non. Les femmes doivent faire les efforts pour se présenter. Il ne revient pas au parti politique de dire non, de leur poser des conditions s'il n'y a pas autant de femmes. Non. Je crois que ceci doit être aussi élagué. Honorable Président, il y a également la problématique de la corruption. Faisons très attention, Honorable Président. Nous voyons dans le monde occidental, d'ailleurs les élections qui sont en cours en France, par exemple, on va me dire où va l'argent, des grosses sommes d'argent dépensées par les candidats dans cette campagne ici. Il y a une candidate, socialiste, qui a dépensé 9 millions de dollars, mais qui n'a pas atteint le seuil.
quand vous atteignez le seuil de 5%, le trésor public français vous restitue l'argent que vous avez dépensé lors de la campagne. Et cet argent est dépensé au moment de la campagne. Où va cet argent-là qui dépasse les millions et les millions de dollars? Seulement dépensé au moment de la campagne. Parce que certains médias, les médias occidentaux, ne disent pas exactement où va cet argent. Mais il y a des dépenses. Nous, dans notre pays ici, nous avons des tribus qui, pour accéder au pouvoir coutumier, il faut donner des tribus. Ça s'appelle Kwaba. C'est notre système. Pour que le pouvoir se déplace d'un clan à un autre, il faut prouver qu'il a donné. Vous avez donné. Parfois même des camions, vous avez donné. Il faut qu'il y ait un autre clan témoin. Encore une minute, une minute. On ne peut pas inventer les roues. Parce que il y a certains, par exemple, c'est les Bakwakalonji, pour quitter, que le pouvoir quitte le clan, aille à un autre, il faut qu'il prouve qu'il a donné, vous avez donné des choses. Et les témoins doivent être là. Et nous qui sommes habitués, par exemple, chaque jour ici à vivre avec les gens, autour du vin. Donc vous me dites que pendant la période électorale, je dois changer mes habitudes de manger avec les gens, de donner quelque chose aux gens. Et ça, vous appelez ça corruption. Mais en France, quand ils dépensent des millions, aux États-Unis, plusieurs millions de dollars sont dépensés pendant la période de la campagne électorale. Donc, il faut relativiser les choses. J'ai dit ça pourquoi? Parce que moi, ici, j'ai été accusé au parquet général de la République, disant que j'avais corrompu. Mais quand j'ai expliqué les choses, le procureur général de la République a dit qu'il faut relativiser cette question de la corruption. Sinon, tout le monde, on va commencer à vous accuser, oh, il a corrompu, alors que vous avez partagé un repas avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose qu'il faut enlever. Honorable Président, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Merci, collègue, merci. Honorable Massanga. Merci, Honorable Président, pour m'avoir accordé la parole. Honorable Président, je crois bien sûr que c'est le moment favorable où les élus du peuple doivent réfléchir pour la bonne pratique et la meilleure utilisation des textes légaux pour accéder aux élections par le vote. Ceci étant, Honorable Président, tout en félicitant à passant les membres de notre commission, c'est moi qui parle, non? Tout en félicitant les collègues qui nous ont présenté le travail. Et je vais directement poser la question sur l'article 10. Hormis le premier, le deuxième, troisième alinéa, où il parle des personnes frappées d'une incapacité mentale, là c'est reconnu. Les personnes privées de leurs droits, là ce n'est pas un problème. Les personnes condamnées par un jugement irrévocable. Mais il y a une question qui se pose, Honorable Président. Sont inéligibles à titre définitif les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. Une chose est vraie, Président. Avant même qu'on arrive au crime ici, quelqu'un peut être condamné par détournement. Et lors des comparutions, ça prouve à suffisance que la personne est innocente. Où est-ce que vous allez placer cette personne? C'est pourquoi nous avons voulu bien proposer
à nos collègues qu'ils puissent revoir cet aspect des choses, que la condamnation puisse couvrir les délais de son exécution. Passé ces délais, la personne doit recouvrer son droit d'éligibilité. Puisque normalement, si cela est justifié et que cela est confirmé que la personne, toutes les allégations portées à sa charge ne sont pas confirmées, en tout cas la personne doit accéder aux élections et à la compétition. Honorable Président, nous allons à l'article 13. L'article 13 nous parle, au terme de cette présente loi, des listes en tenant compte de représentation des femmes. Mais sur le plan politique, honorable Président, une chose est vraie. En politique, on ne se donne pas les cadeaux. Mais quand on réfléchit sur le plan politique, on dit que nous les jeunes, nous les femmes, et ainsi de suite. Or, il y a d'abord un constat qui est vrai. Les femmes n'élisent jamais les candidates femmes. Ça, c'est une chose, et c'est prouvé. Mais vous allez nous dire aujourd'hui là que non, qu'on puisse favoriser les femmes pendant que nous sommes dans la compétition. Moi, je vais seulement encourager aux femmes, battez-vous pour accéder. Ce n'est pas à dire que nous allons vous laisser les terrains vides, non. Nous allons nous trouver là à force égale comme candidat. Ne dites pas que non, moi je ne peux pas battre candidat parce que vous êtes femme. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais ce qui est vrai que si vous vous présentez déjà au terrain, c'est-à-dire que vous avez fait des entraînements pour accéder à la compétition. Et une autre chose, les jeunes cherchent toujours à se donner la chance d'accéder. Une fois terminé les études, première fonction, député national. Je ne sais pas. Mais si vous avez déjà accepté de postuler comme candidat état jeune, c'est que vous suffisez. N'amenez pas l'argument de la jeunesse pour donner comme justification. Non. Vous êtes jeune, soyez fort, soyez capable, au même titre que ceux-là qui ont commencé à faire la politique bien avant. Puisque normalement, vous avez accepté à accéder là-bas. Et en politique, on doit savoir qu'on ne se donne pas des cadeaux. Et pour les scrutins, hormis tout ce que les collègues ont dit, moi je voulais rappeler à nos collègues que aidez-nous, nonobstant la révision de la Constitution, comme on n'ira pas premier tour, deuxième tour, à calquer les modèles des élections de 2006. En 2006, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. On a vécu ça ici. Et il n'y avait même pas beaucoup de réclamations puisque les élections étaient tellement transparentes. Et aussi, c'est moi qui parle. Et aussi, ce qui est important est que qu'on ne nous cherche pas des formules d'acrobatie pour chercher à étouffer les gens. Que les meilleurs gagnent et qu'on laisse la chance à tout le monde. Honorable Président, je ne comprends pas ce que les collègues ont voulu nous dire. Dans l'article 13 toujours, ils disent chaque liste est établie tenant compte des représentations de la femme et de la personne vivant avec handicap. Et même continue, alinéa 4. Chaque liste est établie tenant compte des représentations paritaires, hommes, femmes et la promotion. Dernier alinéa, dans une circonscription de plus de 2 sièges, chaque liste est établie en tenant compte de la représentation de la femme en concurrence d'au moins d'un tiers des candidats présentés et en tenant compte de la personne vivant avec handicap. Nous ne souhaitons pas ce qui est arrivé à nos frères. Mais la nature est telle que si vous entrez dans un terrain marécageux, il faut avoir la posture de traverser ces marécages. N'allez pas me dire que non, moi je n'ai pas de souffle, je me mets là-bas et puis on dire que puisque vous n'en avez pas. Encore une minute encore. Président, merci beaucoup. Et s'agissant maintenant du problème de suppléants, honorable Président,
Je ne sais pas si c'est que les bonnes conceptions que nos collègues ont eues. Ils nous disent que pour le problème des suppléants, on discrimine ceux-là qu'il fallait leur choisir, qu'ils soient vos suppléants, au profit des tiers. C'est le terme que moi j'utilise. Mais une chose est vraie, honorable. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes, c'est les problèmes d'abord de nos suppléants, de nos premiers suppléants. Je vous donne un exemple. Il suffit de tomber malade. Le premier suppléant n'a jamais posé la question de savoir que l'honorable est guéri. Il dit seulement, est-ce qu'il est mort? Pourquoi? Pour qu'il puisse accéder. Mais si jamais un collaborateur ne souhaite que votre mort, ne serait-il pas possible de chercher quelqu'un qui doit se soucier de votre mort, même si cette dernière accédait à votre remplacement? Alors c'est pourquoi, honorable président, je demande à nos collègues d'élaguer ça, qu'ils élaguent, qu'on cherche un suppléant de son choix qui est aussi pour sa sécurité. Pour terminer, pour ce qui est des groupes, des partis politiques, vous nous avez dit 60% des candidatures qu'on doit convertir. Sur base de quoi? 60%. 300 candidats pour que votre liste soit éligible. Ça, c'est un faux problème. Encore, une minute. Je dois terminer, président. Merci beaucoup, président. Pour autant que président, nous voulons accorder la chance à tout le monde. Ne nous cherchez pas la formule de liste zébrée, fermée, clôturée, suspendue, ainsi de suite. Laissez la chance à tout le monde. Si les élections sont ethnico-tribalo-linguistiques, et si ce sont les gens de ma tribu qui veulent m'élire, vous voulez que je puisse avoir 300 candidats dans mon parti, qu'on ne saura pas avoir ça? Non. Donnez la chance à tout le monde et je vois, avec honorable Sessanga, vous allez convaincre vos collègues pour que cela ne soit pas pris en compte. Merci beaucoup, président. Collègues, merci, collègues. Les gens votent les candidats et non la tribu. C'est les candidats qu'on vote. Ce n'est pas la tribu, c'est les candidats. On vote les candidats, députés, les candidats. Voilà, c'est les candidats qu'on vote. Honorable Annie Mobonza. Elle sera suivie de l'honorable Kavira. Honorable, merci. Honorable Président, je vous remercie d'être un homme genré. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Avant de commencer mon propos, je voudrais interpeller le président de la Chambre, le rappeler la phrase importante qu'il a utilisée lors de son discours d'ouverture de cette session. Il avait insisté sur l'inclusivité et le consensus sur la loi électorale, car le moment est venu pour décider du sort et du devenu de ce pays. La vie de la nation dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Et les Congolais vous coopteront par rapport à ça. Et laissez-moi vous dire, honorable Président, que vous avez le Congo entre vos mains, quitte à vous d'en faire de bons usages. Les bons usages plutôt. Honorable Président, j'aimerais intervenir sur le cas du seuil de recevabilité. Au point 3, la liste qui reprend le nom du candidat
dans plus d'une circonscription électorale pour le même niveau. Honorable Président, cette disposition ne convient pas, car il y aura les candidats mal intentionnés. Ils vont se présenter juste avec l'intention de nuire la liste électorale. C'est pourquoi je propose à ce que la sanction soit sur la personne qui aurait présenté sa candidature pour le même niveau à des circonscriptions électorales. Honorable Président, au point 4, le manque de la candidature féminine ne peut pas faire l'objet de rejet d'une liste, car dans la Constitution, on nous parle de la parité. La parité signifie 50-50. S'il faut tenir compte de ce qu'a dit la Constitution à son article 14, il faudra présenter le nombre d'hommes et le nombre de femmes aussi. Mais ici, il s'agit des élections. Quand on parle des élections, c'est-à-dire la compétition, la course, pourquoi pas dire les combats? Dans les combats, il faut être compétitif ou compétitive. Donc, on ne peut pas exclure une liste par manque de candidatures féminines. Honorable Président, dans la thématique 12, l'obligation de publier les résultats du vote bureau par bureau, moi j'ajouterai, en fait, je vais proposer à ce que, au-delà des publications de bureau par bureau, on donne le pouvoir au président des bureaux de publier les résultats même au niveau de nos radios communautaires. Je voudrais à ce que nos élections soient crédibles et transparentes. Pour terminer, Honorable Président, en ce qui concerne l'article 20 de la proposition, j'aimerais demander à nos initiateurs des propositions de laisser la chance à nos héritiers aussi. Ils sont nos enfants, ils sont nos neveux et autres. Laissons-leur quand même la chance de siéger, d'hériter nos efforts, voilà. En ce qui concerne la proposition de la majorité simple, Président, personnellement, je ne suis pas d'accord. La proportionnelle résout les problèmes des communautés minoritaires dans notre pays. C'est un système qui inclut toutes les couches des communautés. Voilà en quelques mots l'intervention que j'avais à faire et je vous remercie. Merci. Honorable Kavira. Honorable Guima Fouta se prépare. Merci, Honorable Président, de la parole que vous m'accordez. Honorable Président, j'ai joué ma voix à celle de mes collègues pour féliciter l'équipe qui nous présente cette loi que je considère comme une maquette que nous allons enrichir. Je vais réagir au point 3. Pour essayer de comprendre
ce dont ils ont parlé quand ils parlent de parrainage à ce qui concerne les élections des gouverneurs. Le parrainage dont est question signifie quoi exactement? Pour que les électeurs apprécient les potentiels gouverneurs et sénateurs. Cela veut-il signifier qu'au moment de la campagne électorale, le candidat député provincial doit présenter au peuple son choix au gouvernorat et au Sénat? À quoi cela constitue une lutte contre la corruption? À notre avis, cela est une motivation palpable d'escroquerie, d'abus de confiance, surtout que rien ne peut lier le candidat une fois élu à honorer sa promesse de campagne dans un isoloir où le vote est secret. À la place de prévenir les éventuelles infractions des litiges potentiels dans la société, cette proposition veut institutionnaliser la corruption dans le système électoral de notre pays. En incitant les potentiels candidats gouverneurs et sénateurs à monnayer leur parrainage par les candidats députés provinciaux. En plus de cette corruption et escroquerie qu'on veut institutionnaliser, c'est également une violation grave du droit à l'éligibilité qu'a chacun citoyen à postuler s'il remplit les conditions d'éligibilité. La candidature ne peut être déposée que lorsque la CENI a ouvert le bureau de réception des candidatures et par conséquent, les candidats ne peuvent prononcer qu'à ce moment quant à ce. Ne peut se prononcer qu'à ce moment quant à ce. Et si quelqu'un en état candidat député provincial nourrit également des ambitions au gouvernorat, de quel parrainage aurait-il besoin lors de la campagne électorale? Cette proposition est en même temps réductive des droits des individus et incitative à la commission des infractions. Elle est tout simplement anticonstitutionnelle. En ce qui concerne le choix du suppléant, honorable président, signalons qu'au moment du dépôt des candidatures, il est demandé aux candidats de déposer également la liste de ces suppléants qui sont considérés comme ses colistiers. Les électeurs sont censés connaître les suppléants et choisissent librement leurs députés. On peut donc présumer que les candidats sont élus avec leurs suppléants. Que point n'est besoin d'en faire un souci. Ces derniers sont aussi légitimes que l'élu lui-même et les remplacent valablement à cas d'indisponibilité ou à cas d'indisponibilité, oui. Ici, je fustige le fait de considérer les suppléants comme des sorciers, comme si les députés est en insécurité devant son premier suppléant. Nous sommes parfaitement d'accord, bien que cela ne soit pas conforme à la loi et au principe du libre choix. Je dis. Merci, honorable. Honorable Mafuta. Il est en train de déstabiliser les provinces. Le président Félix Antoine Tshisekedi a repris le projet. C'est pour la première fois que vous avez une vidéo dans le